Bonjour à vous. Bonjour Marc. Et super d'être là parce que là, je voulais commencer la rentrée avec une spéciale. Oui. Donc c'est ce qu'on va faire avec deux sujets. Avec toi Annie, les intraterrestres. Et toi Michel, les extraterrestres. Ah c'est sympa, bravo, merci. Voilà, donc on va faire le voyage au cœur de la Terre et on va s'élever. Donc on va commencer par toi Annie. Oui. On va aller vers l'essentiel, n'est-ce pas ? Quand je parle d'intraterrestre, de quoi tu parles? Extraterrestre? Je dis non, intraterrestre. Donc là, on va parler de la Terre creuse. On parle d'un sujet qui est vaste, mais on va essayer d'aborder différents points. Parce que j'aimerais bien qu'on parle de l'amiral Byrd. Ah oui, bah oui. Quand même, c'est un de voilà. C'est quelqu'un qui a quand même ramené des témoignages plusieurs fois, au moins 4 fois dans la Terre creuse. De mon point de vue à moi, très personnel, moi je ne suis pas là pour imposer quoi que ce soit, je suis là pour dire que c'est quelque chose qui m'a toujours parlé quand j'étais plus jeune, j'en parlais pas autour de moi, parce qu'évidemment c'est pas des sujets qui passent bien, et puis j'avais pas les informations que j'ai eues lorsque j'ai eu Internet, mais je recherchais des éléments qui me prouveraient qu'à l'intérieur de la Terre il y a une vie, il y a des gens qui habitent, donc j'allais régulièrement à la bibliothèque de Flers. Mais quand j'ai eu Internet, il n'y a quand même pas des années de ça, parce que j'ai freiné les cas de fer pendant longtemps, c'est une des premières choses que je suis allée voir. Et donc j'ai vu un documentaire dessus, et j'en ai pleuré, quoi. Parce que je me suis dit, ben oui, j'avais quelque part, je ressentais quand même ces choses-là, quoi. Pour moi, la Terre, c'était pas du feu à l'intérieur, c'était quelque chose de creux, mais bon, je ne savais pas qui pouvait y habiter. La Terre creuse, ça remet beaucoup de choses en compte, et on pourrait même reprendre en ligne les recherches de Tesla. Parce que du coup, on n'est plus sur une combustion, on ne parle plus de fusion chaude, mais de fusion froide. Ouais. Et ça change tout, parce que toute notre économie, tout notre système de vie est basé sur le charbon, est basé sur le pétrole, etc. Et on parle de noyaux terrestres, on parle de tout ça. Et là, du coup, ça change toute la donne. Ah oui, complètement. Et on s'aperçoit aussi que la fusion froide, elle existe bien, puisque les recherches, elles aboutissent. Oui. Et bon, après, on pourra faire de la physique quantique et tout, mais on n'en est pas là. De toute façon, il y a quand même aussi des images de la NASA, si tant est qu'on puisse leur accorder un crédit quelconque, parce que c'est vrai qu'on peut dire qu'on peut falsifier tout ce qu'on veut, mais il y a quand même des gens qui ont eu accès à des photos, des gens qui ont peut-être travaillé à la NASA d'ailleurs, parce qu'il y a toujours des fuites. Hein. Les gens peuvent parler de gens farfelus. Il y a des gens qui sont quand même des sommités, comme Paul Hellyer, qu'on peut en parler, l'ancien ministre canadien, que moi je suis depuis des années. Il parle de sujets où, c'est marrant, mais on ne le voit pas tellement à la télé. Non. Au Canada, il est un peu suivi. Il a donné une interview sur Russia Today avec Sophie Shevardnadze. D'accord, ouais. Oui. Mais il fait partie des gens qui apportent un éveil. Et qu'il est le seul parmi les pays qui font partie du G8, le seul représentant officiel, puisqu'il est ancien ministre de la Défense, mais aussi vice-premier ministre du Canada. Tout à fait, ouais. Et, excusez-moi, il dit textuellement, les ovnis sont aussi réels que les avions qui volent sur notre tête, et si on ne les avait pas reçus avec des armes sophistiquées, on n'en serait pas là aujourd'hui. Oui, voilà. Et lui, il dit bien aussi que ce qu'il révèle, c'est 95% de ce qu'il sait. Tout à fait. 5%, c'est vraiment secret d'État. Tout à fait. Parce que je pense, et il le dit aussi parce qu'il n'est plus en activité et qu'il est déjà âgé. Mais ce qui s'est passé... Il prend des risques mesurés. Soyons fous, on rentre dedans. Alors, pourquoi la Terre est aplatie au pôle? Eh bien, elle ne peut pas être ronde en fait, parce que l'ouverture vers l'intérieur, elle est prise sur sa rondeur.
et proportionnellement donc à la grandeur de cette ouverture. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Moi, j'invente rien, je reprends simplement des choses, et je trouve que c'est d'une grande logique. Alors, c'est vrai, la Terre est creuse, mais par extension, moi, je suis persuadée, c'est mon opinion personnelle, que toutes les planètes dans notre univers sont creuses, parce qu'elles sont formées, donc, en quelque sorte. Je ne suis pas une physicienne ni quoi que ce soit. Voilà. Elles sont formées sur le même modèle. Moi, je sais pas, je prends un verre, je dynamise. À un moment, l'eau, elle va se coller contre les parois, il va y avoir un vide au milieu. Oui. Bon, on va créer le chaos, on va aller dans le sens inverse, souvent les eaux vont être complètement dans tous les sens, ça va être vraiment le chaos, et elles vont à nouveau se remettre. Hein, et dans le milieu, il y aura toujours cet espace. Shambhala était connu des Sumériens. Oui. En sumérien, c'est Apsu, j'ai trouvé ça dans la... Oui, l'Apsu, Apsu, en sumérien. Shambhala était connu des Sumériens. Oui. Et je dois rappeler à nos chers téléspectateurs que la science des Sumériens est réellement à considérer avec un grand respect. Alors, maintenant, explique-moi quelque chose, Annie. Oui. Pourquoi le soleil ne se montre-t-il pas durant une très longue période en hiver près des prétendus pôles? Alors, Et pourquoi prétendus pôles? oui, des prétendus pôles, parce que bon, moi j'y suis pas allée, hein, je reste toujours un petit peu en retrait par rapport à ça, mais bon, et c'est ce que dit Raymond Bernard aussi, c'est ce que disait aussi William Reed, il y en a enfin, Nansen aussi, bon, parce qu'en hiver, en fait, le soleil frappe obliquement la Terre. Hein. Et quand on franchit les portes de l'ouverture polaire, on s'enfonce graduellement dans le creux intérieur de la Terre, de sorte que les rayons solaires sont partiellement coupés et qu'ils ne réapparaissent que lorsque le soleil frappe directement cette partie de la Terre, c'est-à-dire quand il brille juste au-dessus de l'ouverture. Hein, voilà. Ça explique les nuits qui sont les nuits si longues donc de l'extrême nord, du pôle nord. D'accord. Alors, on continue. De nombreuses chutes de météorites ont été observées dans la région des pôles. Pourquoi? Alors, déjà, bon, il y a quand même à l'intérieur de la Terre, il y a des volcans. Donc, il y a des retombées, forcément. D'ailleurs, ces retombées, c'était ce qui gênait le plus, visiblement, qui n'est jamais dit, mais ce qui gêne le plus les explorateurs lorsqu'ils sont sur leur bateau. Hein. Attends, excuse-moi, vas-y. Comment ça? Eh bien, tu as des retombées de suie, de tout ce qui sort des volcans, quoi, et qui arrive sur les bateaux qui explorent le pôle Nord. D'accord. Hein, voilà. Ça, c'est pas dit, on ne dit pas. On le dit que dans des livres comme celui-là. Donc, toutes ces projections, ça vient des volcans qui sont en éruption dans l'intérieur de la Terre. D'accord. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qui produit l'aurore boréale? Alors, visiblement, c'est la réflexion d'un feu à l'intérieur de la Terre. Et puis, à l'intérieur de la Terre, il y a un soleil. Un soleil central, qui s'appelle Vulcain, oui. Hein, voilà. Il s'appelle Vulcain, donc il était connu des anciens, il s'appelle Vulcain. Voilà. Ils sont composés de quoi, les icebergs? Et ben, les icebergs, ils sont composés d'eau douce. Voilà, c'est oui. bien ça. Hein. Oui, oui. Donc, parce que quand j'ai vu... Et ils flottent de l'eau salée. Et ils flottent de l'eau salée. Quand j'ai vu la question, mais j'ai dit, j'avais lu ça il y a plusieurs années, en fait. C'est sur Wikipédia, hein. Oui, tout à fait. Aller sur Wikipédia. Alors, si les icebergs sont faits d'eau douce, comment ça se fait? Alors, il semblerait qu'à l'intérieur de la Terre creuse, déjà, il y fait très chaud. Donc, il circule. Il y a un fleuve qui circule, donc, du pôle nord au pôle sud. Et lorsque ces eaux très chaudes arrivent à l'entrée de la Terre, elles se mélangent donc avec l'eau. Mais étant donné que quand les eaux arrivent, elles rencontrent de l'eau très froide, donc ça forme évidemment de la glace. Hein, donc les icebergs flottent sur de l'eau salée. D'accord, mais on trouve quoi dans ces icebergs? Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'archéologie secrète. On n'en parle pas au grand public, évidemment, les médias n'informent pas, mais on trouve des plantes qu'on ne trouve pas sur la Terre, on trouve une végétation qu'on ne trouve pas sur la Terre. Qu'est-ce qui produit la neige colorée dans la région arctique? Eh bien c'est ça, c'est aussi, alors déjà, la neige colorée, c'est aussi donc, ce qui va s'incruster, ce qui sort des volcans. Et puis les pollens, et les pollens des fleurs, les pollens des plantes.
D'après toi, qui peuple le centre de la Terre? Ben, moi, je pense qu'il y a plusieurs civilisations. Hein. Il y a déjà, à mon avis, il y a déjà les descendants de ceux qui avaient péri quand l'Atlantide a sombré. Atlante, Hein, les anciennes Atlantes, ouais. Les Atlantes, ceux qui ont pu s'en sortir. Et dont Steiner parle, parce qu'il dit qu'il a été un des grands guides de l'humanité qui les a conduits, qui a conduit donc les survivants dans ce qui est actuellement l'Amérique, hein, parce qu'il y a eu une dérive des continents hein, lorsque l'Atlantide a sombré, ça n'a pas été rien du tout. Quoi. Oui. Voilà. Et puis, il y a aussi d'autres civilisations intraterrestres, plus ou moins bien intentionnées. Voilà, c'est un peu comme sur la Terre, il y a différents peuples. Maintenant, te dire exactement, il n'y a pas eu de recensement officiel. Ah oui, il n'y a pas de recensement. Non. Il y a le témoignage de l'amiral Byrd, lui qui a été conduit vers celui qu'on appelle le roi de la Terre, qui visiblement aurait fait une apparition au siècle dernier en Inde, d'après ce que j'ai pu comprendre. Mais qui n'est pas resté très longtemps, qui est venu apporter un message. Alors, Annie, je me permets d'intervenir. Bien sûr, bien sûr. Parce que l'amiral Byrd joue un double jeu. Il a été très bien accueilli donc, par la présence intraterrestre. Oui. Il a été reçu royalement. Oui. Mais il a quand même, après la guerre dans les années 40 et quelques, il a quand même amené une armada militaire américaine pour envahir cette région. Pour tenter l'envahir. Oui, et il a ramassé une veste. Ah bah oui. Vous croyez que c'est normal? Bah non. Mais c'est marrant parce que cette partie de l'histoire, très peu, on en trouve quelques brides, mais on n'entend pas parler si, beaucoup. mais bien sûr, il y a tous les documents qui vont bien, mais il y a même des photos, il y a des films qui ont été apportés aussi par... je trouve qu'on n'en parle pas assez, moi. Non, on n'en parle pas assez parce que ça déplaît. Oui, puis et ça prouve qu'il y a eu un investissement américain, pour ne parler que d'eux, dans cette région. Mais c'est marrant parce qu'il y avait plus de 200 navires qui étaient là, bien armés comme il faut pour pouvoir investir la région. Il n'a suffi qu'un seul objet sorte de l'eau et disperse l'ensemble et neutralise l'ensemble de l'armée. Moi, il y a quelque chose qui me perturbe par rapport à ça, parce que les habitants de la Terre creuse ont quand même une certaine connaissance et sélectionnent les personnes qui doivent recevoir les informations. L'amiral Byrd avait été apparemment sélectionné pour aller prévenir qu'il fallait arrêter au niveau des bombes. Les essais nucléaires. Qui avaient des retentissements. Donc en fait, ils sont drôlement trompés parce que lui, il est reparti derrière, ou est-ce que... Voilà, c'est bien. Il avait une mission d'information et de reconnaissance. Et il a fait cette mission. Malheureusement, il a engagé donc, la puissance planétaire de fédérations planétaires qui sont les États-Unis dans une voie qui n'était pas la bonne, n'est-ce pas? Au lieu d'arriver en tant qu'ami, il est arrivé en tant que belligérant. Ouais. Et en tant que belligérant, il est automatiquement repoussé. Comme un esprit. On n'est pas assez éveillé. On n'est pas assez éveillé, mais bon, en haut lieu, il se charge aussi de nous empêcher de l'être. Hein. Déjà en mettant du fluor dans l'eau, hein, pour classifier la glande pinéale, qui normalement devrait être remplie de silice. Voilà. Donc l'eau qui nous arrive au robinet, il ne faut surtout pas la boire. Bah déjà, on pourrait conseiller aux gens de nettoyer l'eau qu'ils reçoivent du robinet et de faire des cures de silicium. Ah oui. Ça, c'est très bon. C'est organique sans parabène. La glande pinéale ou l'œil d'Horus, c'est ce qui nous met en lien avec notre tête, qui est un véritable cosmos, nous met en lien avec le divin. Oui, tout à fait. Et donc, non, on voudrait nous accrocher à la terre sans qu'on puisse justement, je mets de côté l'esprit religieux, on voudrait en fait nous ancrer uniquement dans le matériel. Voilà. Donc il appartient à l'homme justement de faire le nécessaire pour cultiver, entre guillemets, cette partie du divin en lui, pour qu'il puisse donc devenir lucide et acquérir des connaissances. Aller chercher les connaissances. Hein. Annie, merci beaucoup. On pourrait encore en parler longtemps. Ah oui, c'est un vaste sujet. Je passe la main.